Nous ne pouvons pas simplement nous fier à l'idée que des structures moléculaires complexes émergent simplement par hasard. Il doit y avoir un principe ou une loi qui guide l'assemblage de ces fragments moléculaires en formations plus complexes. Ce processus d'auto-organisation se produit dans des conditions particulières, loin de l'équilibre, où les systèmes peuvent former des structures ordonnées, alimentées par des flux continus d'énergie et de matière. Voici les paroles du scientifique Ilya Prigogine, prix Nobel de chimie en 1977, qui s'est longuement interrogé sur l'origine de la vie. Selon la vision du scientifique, le hasard à lui seul ne suffit pas à expliquer la complexité et l'ordre que nous observons dans la nature. Il doit exister des principes qui nous sont inconnus et qui guident la formation des systèmes complexes, rendant ainsi l'improbabilité de certains événements plus probable et compréhensible. Dans les années 50 et 70 du XXe siècle, on pensait avec enthousiasme que l'origine de la vie résultait d'événements fortuits et chanceux. Aujourd'hui, la recherche scientifique doute de plus en plus que la vie soit seulement le fruit d'une heureuse combinaison. Quelque chose semble nous échapper. Mais pourquoi est-il si difficile de comprendre l'origine de la vie ? Souvent, cette question oppose deux camps. Ceux qui croient que la vie est le fruit d'une progression évolutionniste, et ceux qui considèrent qu'il est impossible que tout soit le fruit du hasard et défendent la thèse du dessein intelligent. Pourquoi, aujourd'hui, à une époque dominée par la science, avons-nous encore du mal à répondre clairement à cette question ? Le mystère de l'origine de la vie, du moins pour l'instant, est étroitement lié à l'histoire de notre planète. Nous savons que la Terre a un peu moins de 5 milliards d'années, et qu'au cours de ce temps, elle s'est transformée d'une sphère brûlante en la planète que nous connaissons aujourd'hui. L'existence de l'Homo sapiens ne représente qu'un très court segment de cette longue histoire. Si nous comparions l'histoire de la Terre à une seule journée de 24 heures, l'humanité serait apparue seulement dans les 30 dernières millisecondes. Pour tenter de répondre à la question de l'origine de la vie, nous devons inévitablement remonter dans le temps et voyager vers un passé de plus en plus lointain et mystérieux, où la vie et la Terre étaient très différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. En effet, si nous remontions jusqu'à 200 millions d'années en arrière, nous trouverions une Terre où les premiers dinosaures venaient tout juste d'apparaître. Des dinosaures qui, dans les années à venir, allaient dominer la planète. Ce monde ancien ressemble à certains égards au nôtre, mais il présente déjà des différences intéressantes. Par exemple, nous pourrions remarquer l'absence d'herbes, de fleurs ou de fruits. Les plantes dominantes sont en effet des conifères, mais malgré ces différences, nous n'aurions aucun mal à reconnaître la vie. Si nous remontions encore plus loin dans le temps et voyagions jusqu'à il y a 400 millions d'années, nous trouverions un monde au climat plus chaud, peuplé d'étranges arbustes ressemblant à des champignons. La terre ferme serait habitée principalement par des insectes, et dans les eaux des océans, nous trouverions d'étranges créatures, les placodermes, des poissons cuirassés avec de grandes mâchoires. Mais remontons encore plus loin. Il y a 600 millions d'années, la situation sur Terre serait très différente. La planète vient tout juste de sortir d'une ère glaciaire. L'air est encore respirable. Mais sur la terre ferme, nous ne trouverions presque rien. Les mers, en revanche, seraient peuplées de toutes petites algues. Et si nous remontions encore plus loin ? La vie existait, mais elle était beaucoup plus simple. Il existait des bactéries, comme en témoignent les anciennes roches appelées stromatolites, formées par la sédimentation de colonies bactériennes. Ces structures existent encore aujourd'hui dans certains environnements, comme dans certaines régions d'Australie. Ces formes de vie élémentaires ont dominé la Terre pendant des milliards d'années, en restant microscopiques et peu organisées pendant très longtemps. Donc en remontant dans le temps, on peut observer une sorte d'évolution de la vie, allant d'êtres simples à des êtres plus complexes. Ce qui pourrait amener à penser que la vie a suivi un chemin évolutif et qu'à un moment indéterminé, la matière inerte s'est transformée en vie. Sur cette chaîne, je vais en profondeur sur des sujets difficiles à expliquer, et plus on creuse, plus il devient difficile de savoir ce qui est vraiment réel. C'est pareil avec notre argent. La bourse est complexe et difficile à vraiment comprendre, alors je me suis aussi plongé là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai découvert Mintos, une plateforme qui vous permet d'investir dans des prêts et de gagner les rendements de façon plus régulière. Plutôt que de prédire un marché instable, voici quelque chose que vous pouvez vraiment comprendre, contrairement aux mystères que j'aborde sur cette chaîne. Et comme vous venez par ma chaîne, vous pouvez obtenir jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus.
Stable, prévisible, ça se déroule jour après jour. Vous pouvez l'analyser, le filtrer, voir ce qui s'y trouve réellement. Vous n'avez pas à deviner ce qui est céréel sur Mintos, c'est réel. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Y a-t-il une autre forme de vie ailleurs ? Nous l'ignorons encore, mais cela, nous le savons. Jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Arrêtez de deviner ce qui est réel. Commencez à utiliser Mintos. En suivant ce chemin, cela semble être la voie la plus logique. Mais en réalité, il y a un problème. Lorsque nous cherchons les origines de la vie, ce que nous pouvons faire, c'est rechercher le dernier ancêtre commun universel. Malgré la grande diversité de la vie qui peuple notre planète, les mécanismes fondamentaux qui sous-tendent la vie sont étonnamment similaires. Tous les êtres vivants possèdent des cellules qui contiennent l'ADN, une molécule complexe qui renferme les instructions régissant le fonctionnement de l'organisme. Cependant, la façon dont on est passé de molécules simples à des systèmes complexes reste un grand mystère. Au fil des années, la science a tenté d'expliquer ce mécanisme. Mais cette explication répond-elle vraiment à nos attentes ? La théorie la plus reconnue qui explique ce passage est celle de l'abiogénèse. Selon cette théorie, la vie peut provenir de substances inorganiques par des processus naturels, sans l'intervention d'organismes vivants. En d'autres termes, la vie serait apparue spontanément à partir de molécules non vivantes dans des conditions primitives sur Terre. C'est une idée très ancienne. En effet, dans le passé, on pensait que la vie pouvait apparaître spontanément dans certaines conditions. Par exemple, avant la compréhension moderne de la biologie, on croyait que les vers naissaient spontanément de la viande en décomposition, ou que les souris naissaient de grains moisis. Au XIXe siècle, des expériences comme celle de Louis Pasteur ont cependant démontré que la vie ne peut pas apparaître spontanément, et qu'un morceau de viande pourrie ne suffit pas à faire naître des vers. Mais avec la découverte de l'incroyable monde microscopique, l'idée que la matière inerte pouvait se transformer en vie, ou du moins être capable de constituer les fondements de la vie, est revenue à la mode. Et pour tester cette théorie, de multiples expériences sont mises en place. Au laboratoire, on recrée les conditions de la Terre primitive, ou du moins ce que l'on pense qu'elle pouvait être, et à partir de ces conditions initiales, on a essayé de créer les premières molécules biologiques. L'expérience la plus célèbre est certainement celle de Miller. Dans cette expérience, le scientifique a mélangé eau, méthane, ammoniac et hydrogène, puis exposé le tout à des décharges électriques pour simuler les éclairs atmosphériques. Une semaine après l'expérience, Miller constata que le mélange soumis à l'énergie électrique avait produit plusieurs acides aminés, éléments de base des protéines et essentiels à la vie telle que nous la connaissons. Alors, avons-nous pu recréer la vie en laboratoire ? Pas exactement. L'expérience a démontré que, dans des conditions spécifiques, la formation spontanée de molécules organiques est possible, mais pour atteindre la complexité de ce que nous appelons la vie, il manque encore plusieurs étapes. Les acides aminés doivent se lier pour former des chaînes longues, appelées polypeptides ou protéines, un processus nécessitant des conditions spécifiques et dont la formation reste encore mal comprise. En plus des protéines, la vie telle que nous la connaissons nécessite des acides nucléiques, ADN et ARN, pour stocker et transmettre des informations génétiques. La formation spontanée d'ARN et d'ADN est un processus complexe, et cela non plus n'est pas complètement compris à l'heure actuelle. Pour la vie, il est également essentiel d'avoir un environnement séparé, comme une cellule, où des réactions chimiques contrôlées peuvent avoir lieu. Cela implique la formation de membranes cellulaires ou de lipides capables de s'auto-assembler en structures similaires à des vésicules. L'une des caractéristiques fondamentales de la vie est la capacité à se répliquer. Cela nécessite non seulement la présence d'acides nucléiques, mais aussi un mécanisme permettant de copier avec précision ces molécules et de transmettre l'information génétique à la génération suivante. Enfin, pour la diversification et l'adaptation, il est nécessaire qu'il existe un mécanisme permettant aux organismes de changer au fil du temps, comme la mutation et la sélection naturelle. À l'heure actuelle, on peut affirmer que nous avons réussi à comprendre comment, techniquement, l'origine de la vie a pu se produire. Mais comment tout cela s'est réellement produit, nous ne le savons pas encore. Alors, qu'est-ce qui a poussé à la création de molécules de plus en plus complexes ?
Et tout cela peut-il provenir du simple hasard? Pour simplifier, prenons le célèbre exemple des lettres de l'alphabet et admettons que les éléments qui composent les molécules soient les lettres. Pour former des molécules complexes, nous avons besoin que celles-ci composent des mots ayant un sens, puis des phrases, et enfin un livre entier. Si maintenant nous lançons ces lettres sur une table, est-il possible que celles-ci, tôt ou tard, par pur hasard, parviennent à former un mot, une phrase et un livre entier ayant un sens? Cela, même en admettant que nous ayons beaucoup de temps à disposition, semble peu probable. Cependant, les scientifiques ont fait une autre découverte. En restant toujours sur l'exemple des lettres de l'alphabet, ils ont découvert que celles-ci obéissent à des règles précises, c'est-à-dire que certaines lettres se lient à d'autres. Donc, nous savons qu'il est possible de composer des consonnes, mais comment on en arrive à composer des mots, des phrases et un livre entier n'est pas encore clair. À ce stade, ceux qui cherchaient une explication technique sur la façon dont la vie s'est formée peuvent se considérer satisfaits. En remontant dans le temps, nous avons compris quelles sont les molécules qui la rendent possible. Nous ne connaissons pas encore exactement comment elles se sont assemblées, mais nous savons que certaines molécules ont plus de chances de se lier entre elles grâce à leurs propriétés chimiques. En revanche, celui qui cherche la raison pour laquelle la vie est apparue, et pourquoi des éléments simples se sont combinés entre eux jusqu'à créer l'improbable complexité de la vie, ne peut pas se sentir satisfait, car nous sommes encore très loin d'avoir une réponse. Cette question dépasse le simple fait scientifique et touche à des enjeux existentiels et philosophiques. Nous devrions d'abord comprendre ce qu'est la vie. Dans ce domaine, il existe de très nombreuses définitions qui varient selon la discipline que l'on interroge. Mais prenons comme exemple la définition de la NASA qui dit ceci. La vie est un système chimique autosuffisant, capable d'évolution darwinienne. Bien que cette définition soit utile pour reconnaître la vie sur d'autres planètes et inclure des formes de vie potentielles qui pourraient ne pas entrer dans les catégories traditionnelles basées sur la biologie terrestre, elle ne satisfait pas pleinement notre conception de la vie. Par exemple, inutile de vérifier si un lion se reproduit pour savoir qu'il est vivant. Et s'il n'existait qu'un seul lion au monde, il serait quand même considéré comme vivant, indépendamment de sa capacité à se reproduire. Une autre façon de définir la vie pourrait être la capacité d'un système à accomplir des actions avec un but précis. Par exemple, en analysant le monde microscopique, nous voyons que les bactéries, lorsqu'elles sont exposées à un nouveau type de sucre, commencent à produire des enzymes pour le métaboliser. Cette capacité à s'adapter et à répondre à l'environnement peut se décrire comme une chaîne d'événements causaux complexes. Mais une explication plus simple et intuitive pourrait être que la bactérie fait simplement ce qui est nécessaire pour survivre, et elle adapte sa structure dans ce but. Donc, peut-on affirmer qu'un élément qui distingue la vie est d'avoir un but final prédéterminé? En réalité, même des systèmes simples peuvent avoir un but. Pensons au réseau d'un bassin fluvial, qui au fil du temps modifie son parcours pour optimiser l'écoulement de l'eau et faire en sorte que celle-ci s'écoule vers l'aval sans encombre. Cela aussi pourrait sembler être un but, mais peut-on affirmer qu'il s'agit d'une créature vivante? Évidemment non. Le but que nous attribuons à la cellule ou au bassin fluvial n'est qu'une projection de l'esprit humain, une façon d'interpréter et de donner un sens à ce que nous ne comprenons pas. Le véritable et plus profond besoin de l'homme est d'expliquer le monde et de trouver des solutions à tout ce qui lui paraît incompréhensible. Ces considérations nous ramènent au point de départ de la vidéo et au début de notre recherche. Et à ce stade, nous ne pouvons pas ne pas nous demander, lorsque nous partons à la découverte de l'origine de la vie, notre recherche peut-elle être biaisée par notre besoin d'expliquer? Observer un phénomène extrêmement improbable et chercher des éléments qui pourraient l'expliquer. Que ceux-ci soient réellement les bons ou non. Cela peut nous donner l'illusion d'avoir trouvé une explication simplement parce qu'elle pourrait techniquement fonctionner, et donc rendre le phénomène explicable et plus acceptable à nos yeux. Comme nous l'avons dit précédemment, c'est en quelque sorte ce qui s'est passé avec la recherche scientifique sur les origines de la vie. Si dans les années 1950 et 1970, on comptait beaucoup sur des événements aléatoires qui auraient donné naissance à la vie, aujourd'hui, ayant compris l'improbabilité de cet événement, nous cherchons des lois physiques et chimiques qui rendent cette improbabilité plus acceptable. Mais le faisons-nous pour rechercher l'origine de la vie? Ou pour trouver quelque chose qui apaise nos inquiétudes? La théorie de la sélection naturelle
puisqu'elle explique l'adaptation, est certainement l'une des vérités les plus profondes de la science, mais elle a un champ d'application limité. La sélection naturelle explique très bien comment les chemins déjà tracés ont pu être parcourus, mais pas comment ils ont été tracés. Parmi toutes les formes de vie que nous connaissons, l'homme est le seul être vivant qui a besoin de comprendre et d'expliquer la réalité qui l'entoure. Parviendrons-nous un jour à comprendre les origines de la vie ? Réussirons-nous à dépasser nos limites et à révéler la vérité sur ce que nous sommes et qui nous sommes ? Qu'en pensez-vous ? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires, et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. À la prochaine histoire.